Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui ici. L'idée aujourd'hui, c'est justement de vous partager la perception des investisseurs qui contribuent aujourd'hui chez Valueco, donc il y en a une quarantaine, donc sur le groupe LVMH, et puis de vous montrer comment Valueco, grâce aux contributions des investisseurs, dont certains d'entre vous sont dans la salle aujourd'hui, crée ce feedback systématique de marché des investisseurs vers les entreprises, feedback qui est donc depuis mars actionnable parce qu'on arrive à expliquer en revenant à des indicateurs plus granulaires. Donc on va aujourd'hui dérouler tout ça un petit peu avec vous et vous montrer comment ça fonctionne. Parce que j'ai vu des enfants. Est-ce qu'il y a deux, trois pages? Jolie, je te laisse dire un petit mot pour commencer. Comme vous le savez, la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est que les agences de notation extra-financière produisent bien sûr des notations des émetteurs, mais le souci, c'est qu'on ne peut pas vraiment considérer que les notations obtenues soient un consensus de marché. Et les investisseurs que vous êtes, nous avons bien sûr un dialogue régulier avec vous, mais en tant qu'émetteur, nous ne savons pas toujours les réponses qu'on vous apporte, quelles pondérations vous allez apporter justement ces réponses et comment dans votre modèle nous allons en fait s'intégrer dans votre choix d'investissement. Et donc l'idée, c'est que si on dit que l'ESG est stratégique au même niveau que le financier, pourquoi en fait ne pas essayer effectivement de construire un consensus ESG pour aussi avoir cette perception de marché qui a beaucoup de vertus et on va vous présenter à la fois en interne pour LVMH, donc pour les émetteurs on va dire plus globalement, mais aussi en fait pour vous, donc à la fois le volet opérationnel, communication financière et investisseurs. Je pense que LVMH, tout le monde a bien en tête de quoi on parle. Alors juste un tout petit point sur l'organisation ESG au sein d'LVMH parce qu'on est assez singulier sur ce sujet-là. Comme vous le savez, on n'a pas une personne en charge de la RSE, contrairement à d'autres groupes. Nous, l'expertise en fait est ventilée dans différents départements. Vous avez un département environnement, un département achat, un département éthique et compliance, un département social également. Et c'est cette, entre guillemets, cette couche de gouvernance qui est pas la plus importante, mais celle qui va vraiment établir en fait les standards du groupe en termes de code de conduite fournisseur, le programme engagement, Life 360 pour l'environnement, la feuille de route RSE. Et donc l'objectif de cette couche de gouvernance, c'est d'animer tout un réseau d'ambassadeurs, donc en fonction des thématiques, au sein des maisons, puisque comme vous le savez aussi, nous sommes un groupe décentralisé. Et l'objectif de cette couche de gouvernance est bien sûr, par cette animation aussi de communauté d'ambassadeurs, de s'assurer en fait que les standards de groupe soient bien déployés et appliqués au sein des maisons. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que les 75 présidents des maisons s'engagent également. Pour la forme, ils signent une lettre pour s'engager par rapport au programme d'action du groupe. Ils s'engagent effectivement à reporter et à leur performance sur ces standards de groupe que vous voyez après à droite. Donc rapidement, que veut dire ESG pour LVMH? Encore une fois, je ne vais pas vous apprendre des nouveautés, mais nous avons 75 maisons et 6 secteurs d'activité. Donc on gère beaucoup de chaînes de valeur, avec une complexité d'enjeux également. Et comme vous le savez aussi, parler d'environnement en vin et spiritueux n'est pas la même chose qu'en mode et maroquinerie, etc. Donc là, l'illustration de la chaîne de valeur cognac, vous voyez que les enjeux, c'est santé, des sols, biodiversité, packaging, consommation responsable. Si on passe à mode et maroquinerie, filière cuir, vous voyez qu'on n'est bien sûr pas du tout sur les mêmes enjeux, même si vous avez des enjeux qui sont entre guillemets communs ou transversaux. Pour autant, le curseur n'est pas le même. Donc là, on parlera de traçabilité des matières premières, éco-conception, transparence aussi des informations au niveau pour le client. Parfum et cosmétiques, c'est le même sujet. Là, on est plutôt sur de l'éco-formulation des produits, la capacité aussi de recharge, produire des emballages, entre guillemets, des contenants qui seront capables d'être rechargés en boutique, tout en ayant cette expérience du luxe. Là, montres et joaillerie, la filière or, donc là on est sur de la traçabilité également, mais aussi vous savez que c'est une filière qui est très exposée aux conditions de travail, donc on est
Et la circularité aussi, être capable de proposer en fait de l'or recyclé. Donc vous voyez, on a un pool d'enjeux très différents et l'enjeu pour LVMH est bien sûr cette capacité à embarquer toutes les maisons avec des programmes groupes tout en respectant en fait la singularité de ces enjeux par division. Donc les principaux risques extra-financiers, je passe très vite. Le numéro 1 pour nous est bien sûr la biodiversité. Je dirais que le climat est un enjeu indirect. Pourquoi? Parce qu'en termes d'émissions de CO2, on ne peut pas dire qu'on soit des gros pollueurs. Encore une fois, si vous regardez notre volume d'émissions, on est 70 fois moins important que les émissions de Total. Pour autant, on a bien sûr les trajectoires climat, des plans d'action, etc. Mais le sujet numéro 1 pour nous est la biodiversité, puisque nos business models sont fondés sur ce que nous offre la nature. Et donc, effectivement, je parle du climat de manière indirecte, parce que le réchauffement climatique a un impact sur la nature et à terme, en fait, on aura peut-être des difficultés à avoir un accès à certaines ressources. Programme d'action, vous avez en fait là une vision globale, chaîne d'approvisionnement bien évidemment, puisque 90% de nos impacts sont liés au scope 3, donc il est incontournable pour LVMH d'avoir une chaîne d'approvisionnement responsable. Le programme environnemental qui est assez connu, Life 360, avec des piliers, vous avez la liste des piliers définis en dessous, avec des horizons de temps 2023, 2026, 2030, donc 2023 c'est derrière nous. Et le pendant au niveau sociétal, donc ce qui va concerner en fait nos employés, et bien sûr ce qui va aussi notre contribution à une société entre guillemets meilleure. Donc tout ce qui va être fait comme vous le connaissez avec la fondation Louis Vuitton, la création, la culture. Donc voilà, je passe, je ne vais pas vous donner les détails, c'était juste pour vous montrer les deux gros programmes d'action. Et je laisse la parole à Marième. Merci. Donc aujourd'hui, en fait, les entreprises cotées comme LVMH et les émetteurs sur lesquels la plupart d'entre vous investissez sont soumis à des réglementations qui les obligent à reporter, notamment sur les programmes différents, que ce soit sur la biodiversité, le climat, le social, la gouvernance. Ensuite, donc, les agences de notation, Moody's, MSCI, les notes, et ensuite un certain nombre d'entre vous, beaucoup d'entre vous, soit vous utilisez exactement donc, les ratings des agences, soit en fait vous utilisez différentes sources de données et vous créez votre propre scoring en interne. Donc aujourd'hui, ces scorings, ces notations et ces analyses internes restent en interne. Donc chacun fait son truc dans son coin, mais on ne voit pas ce que l'ensemble du marché pense de l'entreprise d'un point de vue ESG. Alors si on fait le parallèle avec le crédit, parce que bon, on connaît ça depuis un peu plus longtemps, les entreprises publient des rapports financiers, les agences les notent, et ensuite les banques et les asset managers font également leur analyse crédit en interne. Mais on voit dans les marchés obligataires, et on voit aussi dans le CDS, dans le Credit Default Swap, qui est quelque part un consensus du spread de crédit, ce que l'ensemble des acteurs de marché pense de la capacité d'une entreprise à rembourser sa dette. Donc finalement, sur l'ESG, on a un bout de la chaîne, parce qu'on a un flux de données sur la durabilité qui va de façon systématique et réglementaire quelque part des entreprises vers les investisseurs, mais on n'a pas de feedback systématique de marché, donc des investisseurs vers les entreprises. Et c'est ça que ValueCo crée. Donc la façon dont on le fait, c'est que on va voir les investisseurs et vous demander gentiment de nous contribuer donc vos notations internes de façon confidentielle. On va anonymiser ces notations, on va les harmoniser sans pour autant redécaler les biais. Donc c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle est votre opinion finale sur l'entreprise et comment cette opinion va en fait, définir une décision d'investissement ou pas. C'est ça qu'on va chercher à récupérer. Donc on récupère les notes ESG, ESG, et on récupère aussi, depuis l'été dernier, est-ce que l'investisseur considère l'entreprise comme un investissement durable ou pas. Donc selon SFDR, donc selon Sustainable Investment ou pas, selon la définition SFDR. Et donc, on va se retrouver avec des notations qui sont des fois A, B, C, D, d'autres qui sont sur 10, d'autres qui sont sur 100. Donc c'est ça qu'on va harmoniser.
Et on a deux façons de le faire. La première façon, c'est juste une mise à l'échelle statistique quelque part. Donc pour faire simple, si c'est sur 10, on va multiplier par 10, on va avoir une notation qui est sur 100. Et la deuxième façon, c'est qu'on va regarder à chaque fois comment l'entreprise est classée dans l'univers d'investissement du gérant. Et c'est ça qu'on va considérer un petit peu comme son bid sur la durabilité de l'entreprise. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une note ESG qui va de 0 à 100. Et chaque petit point que vous voyez, c'est la note d'un gérant. Mais on ne dit pas qui c'est. Donc là, ça peut être, je dis n'importe quoi, ça peut être Fidelity, ça peut être AXA, Mirova, etc. Quand on en a 3 comme ça, donc ça veut dire que les 3 ici, leur note harmonisée est à 72. Donc leur note initiale peut-être est A, B, C, D ou 7, mais la note harmonisée est à 72. Donc à partir de là, donc nous ce qu'on fait, c'est que premièrement, on va aller voir les entreprises pour leur dire, voilà comment les investisseurs vous voient sur le G, le E, le S, le G. Donc une entreprise aujourd'hui, et comme tu l'avais mentionné Rodolphe, va piloter en fonction du prix de son action, elle va piloter en fonction de ses conditions de financement sur les marchés, mais elle n'a pas de vue agrégée aujourd'hui sur l'extra-financier. Elle ne sait pas ce que les investisseurs pensent d'elle, elle voit ce que les agences pensent d'elle, mais comme l'a mentionné Julie, en fait, donc là vous avez l'exemple d'une foncière française où donc en orange vous voyez les notes des investisseurs. Donc la première barre par exemple à gauche, ça veut dire qu'il y a 5% des investisseurs qui ont noté l'entreprise à 48. Donc on voit les notes en orange des investisseurs et on voit aussi les notes des agences. Donc je vous rappelle que la corrélation entre les ratings des agences, et donc il y a eu énormément d'études académiques là-dessus, notamment celle de Florian Berg du MIT, qui ont démontré que la corrélation entre les notations des agences est à 54%. Donc comme vous le voyez ici, voilà, MSCI peut dire c'est super, et puis on en a d'autres qui vont dire que c'est pas terrible. Donc c'est très différent. Et nous, on a calculé aussi en interne donc, la corrélation entre les notations pair à pair des investisseurs, qui est, elle, à 30%. Donc les avis des investisseurs sont encore différents. Alors peut-être une petite parenthèse sur pourquoi cette corrélation elle est basse. Donc en tout cas les études académiques ont montré qu'il y avait 3 raisons. Donc la première raison c'est ce qu'on appelle le measurement. Ça veut dire qu'on va nommer des indicateurs qui sont, on va créer des indicateurs qui sont nommés pareil, mais ça ne mesure pas exactement la même chose. Donc un exemple, si on prend les accidents au travail, est-ce qu'on divise par le nombre de salariés? Est-ce qu'on divise par le nombre de salariés, plus de freelance, plus de... Voilà, ça ne donne pas le même chiffre. Donc ça compte pour plus de 30% d'explication, en tout cas, du niveau de corrélation aussi bas. La deuxième raison, c'est est-ce qu'on regarde en scope 1, 2, 3? Donc ça, c'est tout le monde ne fait pas pareil, et donc ça donne des résultats aussi différents. Et la troisième raison, et qui ne va jamais changer, même le jour où on aura les mêmes indicateurs, que tout sera normé, que tout le monde fera du scope 3, c'est que les investisseurs, vous avez des avis différents, vous avez des appréciations différentes du risque, de ce qui est matériel dans un secteur ou l'est pas, et donc les pondérations sur les différents indicateurs seront toujours très différentes. Voilà. Et donc, du coup, on va toujours avoir une diversité sur les opinions, en fait, quant à la durabilité d'une entreprise. Diversité qui est saine en soi, mais qui n'est pas aujourd'hui capturée. Et cette diversité, finalement, quand vous regardez le prix d'une action, vous n'avez pas un prix, en fait. Vous avez, et je reviens à mon petit graphe ici, parce que ça ressemble un petit peu à un carnet d'ordre. Donc vous avez un bid, vous avez un offer, vous avez les bids de différents traders, et chaque trader a sa source de données, a son propre modèle financier, mais il a une position finale. Je vois une main qui se lève, n'hésitez pas à poser. Ah oui. Non, en tout cas, bon, je vais donner. On aura un petit temps pour les questions, mais n'hésitez pas si jamais. Et donc en fait, voilà, ici effectivement, donc ça ressemble à un carnet d'ordre où on a un bid, un offer, sauf que c'est pas une distribution de prix, c'est une distribution de notation interne d'investisseurs.
mais de notations qui sont censées driver l'investissement. En tout cas, pour ceux qui font vraiment de l'investissement sous contrainte ESG. Voilà, donc première chose, effectivement, on va dire aux entreprises, donc encore une fois, que pensent les investisseurs d'elles, et depuis donc mars, on est capable de dire voilà ce que les investisseurs pensent de vous, et voilà aussi pourquoi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le consensus, donc qui est la médiane de la distribution, et on va revenir, on prend nous-mêmes les indicateurs bruts, donc on achète de la donnée brute de l'entreprise, et on a un modèle explicatif qui va dire, en fait, aujourd'hui, par exemple, la composition de votre board, elle n'est pas trop mal, elle contribue positivement de 6% à votre perception médiane, alors que la façon dont vous utilisez l'eau est pas terrible et ça contribue négativement de 8%. Donc on va pouvoir expliquer qu'est-ce qui influence positivement ou négativement le consensus. Et donc, on identifie qu'est-ce qui est matériel pour les investisseurs, pour cette entreprise-là, et dans quelle proportion. Bon, j'y viendrai avec... on va y venir avec le cas concret de LVMH tout à l'heure. Et après, pour les investisseurs, donc quel est l'intérêt, en fait, pour vous, et certains d'entre vous qui contribuent déjà ici dans la salle, de contribuer, c'est vous participez effectivement à une initiative de feedback collectif aux entreprises, parce que... pour les gros d'entre vous, vous notez 30 000 entreprises, vous investissez sur 10 000 entreprises, mais vous parlez en one-on-one à 400 entreprises. Enfin, sinon, il vous faut une armée d'analystes c'est difficile d'avoir ça aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est quand vous contribuez sur tout votre univers d'investissement, vous contribuez à faire un feedback non seulement aux 10 000 entreprises sur lesquelles vous investissez, mais aussi aux 20 000 qui ne sont pas éligibles. Donc en fait, les 20 000, elles vont voir plein de petits points à gauche et elles vont comprendre que elles ne sont pas dans les portefeuilles parce que leur note ESG est pas très bonne, quoi. Et donc elles vont commencer, ça va les pousser à s'activer. L'idée ici, c'est de dire, pour revenir peut-être un pas en arrière sur la vision à terme, c'est de dire aujourd'hui, il y a le bâton dans le marché, mais il n'y a pas la carotte. Et pour que ça fonctionne et pour avancer, il faut qu'on ait le bâton et la carotte. La réglementation aujourd'hui, elle est là, mais elle est très différente d'une région à une autre. La réglementation est très lente, alors que les marchés, eux, sont globaux. Et donc, pour que on puisse avancer, il faut avoir à terme une incentive de marché pour que les efforts de durabilité, finalement, côté corporate et côté investisseur, soit rémunéré, rewarded. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à voir et à leverager sur les mécanismes de marché existants pour voir où se situe le marché et comment est-ce qu'on peut avoir des incentives de marché qui vont pousser finalement tous les acteurs de marché à investir de façon plus durable, non pas parce qu'ils y croient, mais parce que ça génère de la valeur. Voilà. Et donc... pour revenir aux investisseurs, et donc comment aussi ils peuvent aussi générer de la valeur à partir de cette vue de marché. D'abord, on va leur dire, voilà comment l'ensemble des investisseurs, donc dans ce cas-ci, voient l'entreprise A, et on va leur donner leur position dans le marché. Donc non seulement vous faites de l'engagement, mais aussi on va vous dire, le consensus il est à 58, mais vous êtes à 90. Donc si vous êtes à 90, soit vous êtes très bon, vous avez vu quelque chose que les autres n'ont pas vu, et donc, vous allez pouvoir utiliser ça pour mieux vendre votre stratégie, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde est SFDR 8, et on a du mal à se différencier des autres, donc ça va vous permettre de mieux vous différencier, en tout cas démontrer votre point de différenciation. Soit vous êtes là et vous ne savez pas trop pourquoi, et donc c'est un outil de gestion des risques pour votre modèle. Après, ce qui va être intéressant, surtout, c'est que ça, c'est la vue spot aujourd'hui. Mais ce qui va être intéressant, ça va être la vue dynamique. Comment ça évolue dans le temps. Donc, si on regarde cette même entreprise 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, 1 an plus tard, et qu'on voit par exemple que le consensus bouge de 58 à 65, puis à 70, mais aussi que la distribution converge de plus en plus, ben, ça veut dire que les investisseurs s'accordent de plus en plus sur le fait que l'entreprise est en train de s'améliorer.
Et donc ça veut dire que pour un investisseur, on a un signal pour identifier les entreprises qui sont pas forcément très bonnes aujourd'hui, mais qui sont en train de s'améliorer. Et donc c'est là où on va aller chercher de la valeur et capturer l'alpha lié à cette amélioration-là. Donc effectivement, aujourd'hui, un investisseur responsable veut peut-être pas investir sur des entreprises qui sont déjà bien positionnées, mais accompagner des entreprises qui sont sur qui ont la bonne démarche, on va dire. Et donc ça permet de les identifier. Dans l'autre sens, si ça se dégrade par exemple et que ça passe de 58 à 45, puis à 40, et que le nuage converge de plus en plus, ça veut dire que les investisseurs s'accordent sur le fait que ça se dégrade. Et donc, ça veut dire que le risque augmente. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'on a envie de garder cette entreprise en portefeuille ou pas? Voilà. Donc ça, c'est côté investisseur, comment en fait, vous allez pouvoir utiliser pas uniquement le consensus de marché, mais en fait vraiment les caractéristiques de la distribution, de comment le marché voit, l'ensemble des investisseurs voit une entreprise à un instant donné et comment ça évolue dans le temps. Et après, encore une fois, nous, ce qu'on apporte finalement, c'est un peu de transparence, mais sans mettre à risque l'IP, donc la propriété intellectuelle des gérants, et aussi la comparabilité. Voilà, donc qui permet du coup de se différencier, mais qui permet aussi de comparer les stratégies et d'avoir même des processus d'allocation pour les institutionnels qui sont plus intéressants. Voilà, alors je vous propose peut-être de vous montrer concrètement sur LVMH comment ça marche. Donc on va se loguer sur la plateforme. Suspense. Voilà, je vais faire une petite démo. Alors, donc ce que vous voyez là, donc, les investisseurs en fait vont pouvoir uploader ici. J'espère que Internet est un peu. Donc voilà, ici en fait ils vont pouvoir uploader les données ESG. Donc on utilise les codes ISIN et on prend les scores ESG, E, S et G. Et puis après on a également les données sur les fonds. Et donc on va pouvoir regarder ici. Et peut-être aussi pour mentionner que là, on va voir, l'outil va nous montrer LVMH, mais ce qui est intéressant au niveau corporate, c'est qu'on peut aussi mettre en perspective nos peers. Oui, exactement. Alors ici, en fait, je suis logué comme un asset manager, comme ça, en fait, comme un investisseur. Donc on a la possibilité ça va permettre de voir à la fois le profil de l'entreprise, mais aussi comment ça se passe pour un asset manager en même temps. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la distribution de scoring sur LVMH. Donc, ça veut dire qu'on a 2 contributeurs qui les ont notés entre 0 et 10, on en a 2 qui les ont notés entre 10 et 20, ainsi de suite, et puis on en a 12 qui les ont notés entre 60 et 70. Donc ça, c'est sur l'ESG en agrégé. Donc à chaque fois, on définit le consensus comme étant la médiane, donc ça va être la médiane de la distribution. Et on définit aussi un autre paramètre qu'on appelle la force du consensus. Donc la force du consensus correspond à 1 moins la dispersion. Donc ça veut dire que si on a une force qui se rapproche de 100, on a une distribution qui est très convergente. Si on a une force qui se rapproche de 0, ça veut dire que la distribution est très éclatée et que les investisseurs sont vraiment pas du tout d'accord. Donc là, on a effectivement donc, la distribution sur chacun des piliers. Et puis, donc moi je suis loguée en tant qu'asset manager, donc à chaque fois je vois ici le niveau de consensus et je vois où est-ce que moi je me situe par rapport au consensus. On le voit également ici, donc ici on a le consensus sur LVMH, donc il est à 65, sur le ESG, sur le E il est à 68, sur le S à 54 et sur le G à 60. Et quand on va aller regarder ici, on va avoir la force du consensus. Donc ce qu'on voit ici, c'est que sur le ESG en agrégé, on est à 65,2, sur le E à 68, sur le S à 73 et le G à 69,5. Donc on voit qu'il y a un certain accord sur le S et un peu moins, et quand même un accord assez important aussi sur le E. Et puis on va pouvoir par exemple donc regarder
comparer LVMH ici à L'Oréal ou à... Kering, oui. Voilà, vous voulez Kering? Bon, donc on va comparer par rapport à Kering. Je vais prendre le code usine, des fois ça ne marche pas. Mais normalement, Kering. Voilà, Kering. Je pense que c'est Internet est un tout petit poil long sur le guest. Alors, donc ici, en fait, ce qu'on voit à droite, sur l'axe des X, donc il y a le consensus, et sur l'axe des Y, il y a la force du consensus. Donc ce qu'on voit ici, donc on a Kering qui a un consensus à 79 avec une force à 63 et LVMH qui a un consensus à 68 avec une force à 68. Donc on a des niveaux qui sont finalement un niveau un peu plus élevé pour Kering mais avec moins d'accord des investisseurs que dans le cas de LVMH. Et après, on peut regarder effectivement, donc faire cette comparaison-là sur le S, sur le G, etc. Donc là, par exemple, on voit qu'on est à 65 avec une force à 72, alors que là, on est à 54 avec une force à 73. Et on peut notamment en fait, élargir cette comparaison pour aller vraiment sur tout le secteur et regarder comment LVMH est situé par rapport aux peers. Donc là, on a LVMH, et ici, on a le secteur, donc voilà, on a Richemont, par exemple, ici, et donc on est dans le secteur de Consumer Discretionary Large Cap Europe. Et on peut faire cette comparaison-là sur, effectivement, les différents piliers. Alors, pour revenir un petit peu au SI, donc chaque investisseur nous dit est-ce qu'il considère l'entreprise comme un investissement durable ou pas. Donc cet investisseur-là, en l'occurrence, considère que LVMH est un investissement responsable. Et nous, ici, ce qu'on fait, c'est on calcule le pourcentage d'investisseurs de contributeurs qui considèrent LVMH comme un investissement responsable. Donc ça veut dire que 61,9% de tous ceux qui ont contribué ici considèrent LVMH comme un investissement responsable. Ici, on va voir aussi les Global Ranking. Donc ça veut dire qu'il y a 41,2% des entreprises, tous secteurs confondus, qui ont un meilleur scoring ESG que LVMH. Il n'y en a que 34,6 sur le E. Et il y en a 38,1 sur le S et 38,3 sur le G. Donc ça, vraiment, c'est tout secteur confondu. Et ensuite, on peut regarder par secteur. Et on voit que par secteur, donc dans le secteur Consumer Discretionary, en réalité, il n'y a que 23,6 des entreprises qui ont une meilleure notation ESG selon les investisseurs, encore une fois, que LVMH, et sur le E, il n'y en a que 3,6. Sur les S, 27,4 et sur le G, 30,6. Voilà, donc ça veut dire que dans votre secteur, sur le E, en fait, vous êtes... en tout cas, selon les investisseurs, vous êtes très très bien perçus. Et après, maintenant, on peut... je ne sais pas si tu souhaites commenter d'ailleurs là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que par rapport au dialogue, bien sûr, que l'on a avec vous, ce consensus est assez cohérent, puisqu'effectivement, le programme d'engagement Life 360 est très bien connu. Et en fait, ce qu'on disait en termes de valeur ajoutée de Valueco pour les corporates, c'est que par exemple, en termes d'action, de communication au sein des relations d'investisseurs, par exemple, dans les mois à venir, moi, je vais aller regarder un peu plus le S. Puisque le E est très bien perçu, mais le S aujourd'hui est un peu le parent pauvre. Et pour autant, en fait, on fait beaucoup de choses, mais qui apparemment ne sont pas bien perçues, ou on n'a pas assez communiqué dessus, pas assez formalisé les choses. Donc mon rôle, en fait, effectivement, et c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est de comparer sur une période,
Alors je ne dis pas que d'ici 6 mois j'aurai fait un leverage dessus, mais en tout cas de voir que le S progressera d'ici quelques mois par les actions de communication et aussi en interne au niveau opérationnel. Les équipes qui seront sensibilisées à ce consensus verront aussi qu'il y a des choses à faire pour réaligner, un petit peu rééquilibrer les choses. Parce que ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, encore une fois c'est une perception. Mais pour autant, ça veut dire que nous, nos actions ne sont pas assez visibles, pas assez formalisées auprès de vous pour que vous compreniez bien en fait, nos enjeux sociaux et on puisse en fait, avoir entre guillemets, une meilleure perception. Pour la gouvernance, donc là, il n'y a pas trop de surprises. Je crois que mon levier sur ce plan-là va être un petit peu difficile. Mais étant donné que nous sommes un groupe familial, effectivement, on a des améliorations à apporter, ça c'est évident. Mais il y a des cases qu'on ne pourra pas cocher par rapport justement à cette structure du capital. Mais pour autant, voilà, on sait qu'il y a des sujets qui tiennent à cœur, on est au courant. Et avec Rodolphe, effectivement, on donne le feedback aux instances en interne et on espère effectivement pouvoir vous donner quelques satisfactions dans les mois à venir sur certains sujets. Est-ce qu'en revanche, vous articulez cette faiblesse S avec des sujets de gouvernance, au sens où vous avez présenté vous-même l'organisation RSE, et clairement, sans aller jusqu'à toute la granularité de Value & Co, on voit très bien que ça va avoir une conséquence première, c'est qu'il y a une vraie difficulté à rendre visible l'ensemble, puisque finalement, vous apparaissez comme investi dans l'environnement. Tout à fait, exactement, et je peux même vous dire que il y a aussi même parfois en interne, la RSE pour les personnes en interne, les employés, c'est le programme LEF 360. Et donc là, il y a un sujet de sensibilisation aussi en interne et à l'externe, c'est-à-dire que moi, on a commencé à faire des roadshows ESG, malheureusement, on n'a pas le temps d'arriver sur le S parce qu'effectivement, déjà le E est très dense et effectivement, par les réglementations et par les sujets d'actualité, les investisseurs, vous êtes focalisés aussi sur le E, ce qui peut être bien sûr normal, mais le S, pour l'instant, on a du mal à le couvrir parce que voilà, par manque de temps. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va développer des calls experts au sein d'LVMH pour justement essayer de mettre en lumière certains sujets auprès des investisseurs pour qu'on ait un peu plus de connaissances de ce que l'on fait aussi sur ce S, parce qu'on fait énormément de choses, notamment avec l'ancrage local, les savoir-faire, et ça malheureusement c'est pas assez mis en valeur. Pour autant il y a une feuille de route. C'est pour ça que ma question était plutôt sur la gouvernance, puisque pour parler concrètement, Hélène Valade a un titre de directrice de l'environnement, c'est elle qui incarne à l'extérieur la stratégie ESG, enfin, dans son équivalent dans d'autres groupes, et investit de l'ESG et de la RSE. Et donc le fait qu'elle ait ce titre et cette fonction, même si elle englobe, ça joue un rôle clé. Oui, alors... Donc est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça? C'est ça mon sujet. Alors, sur la structuration de la RSE dans la maison. La volonté n'est pas effectivement de consolider les expertises. La personne en fait qui incarne pour nous le côté social est Madame Guamperlé. Après effectivement le sujet c'est que c'est très RH et qu'il y a aussi le volet en fait par exemple santé, sécurité, etc. qui est chez nous sous le terme RSE. Donc vous voyez, c'est pas facile de compréhension et c'est pour ça que dans les meetings je commence tout de suite par l'organisation parce que même en termes de terminologie, on n'est pas aligné avec, on va dire, le marché. Donc c'est pas simple de compréhension, d'autant plus qu'on a un groupe décentralisé avec les maisons. Mais pour autant, effectivement, il y a une feuille de route, un engagement social qui existe, même sociétal. On fait énormément de choses pour les communautés locales. Mais c'est social qui nous a... Et, ça n'a aucun rapport. Mais, j'ai fait un petit... mais effectivement, c'est un sujet. Et là, l'outil effectivement de perception de l'AMICO nous conforte en fait déjà dans cette perception en interne qu'effectivement, il faut accentuer sur le S parce que effectivement, on va dire la politique RSE d'LVMH ne se cantonne pas au volet E. Voilà. Donc on voit ici effectivement la position de LVMH par rapport aux peers du secteur et on voit qu'au global elle est quand même, donc on a un niveau de consensus à 54 qui est pas forcément très élevé avec
une force du consensus qui est quand même importante à 73. Et donc quand on compare ça soit au pire, soit aussi du positionnement sur le E, on voit quand même que sur le E, ils sont là. Donc, juste pour cette partie-là, plus on est en haut à droite, ça veut dire plus on est très bon et tout le monde est d'accord dessus. Hein. Donc là, on voit qu'ici, il se rapproche du haut à droite, alors que effectivement, sur le social, on est un peu plus au milieu. Voilà, on est un peu plus au milieu, et que sur le G, c'est aussi, donc comme tu l'évoquais, voilà, vu l'actionnariat, on a une position qui est un peu similaire, quoi, qui est un peu moins bien. Alors aujourd'hui, donc peut-être donc je l'avais mentionné brièvement, on est capable d'aller chercher l'explication sur ces différents sujets. Et donc on prend le consensus, et derrière nous on a créé donc un certain nombre d'indicateurs. Donc on a acheté les données brutes des entreprises de l'autre côté, et on a créé une trentaine d'indicateurs sur des thématiques très proches de la CSRD. Donc là on a Climate Change Mitigation, Land Use, énergie, Carbon Footprint, mais aussi sur le social, donc tout ce qui est lié à Employee Training, conditions de travail, etc. Et donc, en fait, c'est comme si on essaye concrètement, on fait une régression sur les données brutes pour identifier quels sont les facteurs les plus importants. Et après, on a un modèle, on utilise ce qu'on appelle l'analyse de Shapley. Donc, on a un modèle qui est entraîné, un modèle explicatif, qui est pas parfait, hein, donc il va nous dire, voilà, le modèle explique par exemple 95% ou 92% du consensus. Et donc ce que vous voyez ici, c'est on a une sorte d'analyse de contribution où on dit, voilà, le climate change mitigation, ça contribue positivement, donc dans le cas de LVMH, de 5,8% à la perception médiane. On voit que le land use donc contribue aussi positivement, ainsi que donc la other works related rights for workforce. Par contre, on voit que il y a quelques sujets sur equal treatment and opportunities for all sur le S, que ici en tout cas sur le S, c'est là où il y a le plus d'éléments, en tout cas qui contribuent négativement à la perception, notamment sur le social inclusion of consumers, etc. Et sur la gouvernance, on a aussi les politiques de rémunération qui contribuent négativement donc, au consensus global ESG. Ce qui est cohérent avec nos discussions. Voilà, donc là, nous on est, donc ça c'est un modèle qu'on a créé qui permet, parce qu'en fait à partir de septembre on a été voir un certain nombre d'émetteurs, et les émetteurs nous disent c'est super de savoir ce que les investisseurs pensent de nous, maintenant comment est-ce qu'on peut améliorer notre perception. Et donc on a été chercher le consensus, et puis essayer d'expliquer le consensus à partir des données brutes, grâce à ce modèle d'analyse de contribution, donc qui est aujourd'hui disponible pour 7000 entreprises. Donc pour rappel, sur la plateforme, on a de la donnée sur 30 000 entreprises, on a plus d'une dizaine de contributeurs sur 10 000 entreprises dans le monde. Et sur 7000, maintenant, on peut leur fournir un feedback actionnable et leur dire voilà comment donc, les investisseurs vous perçoivent, et voilà pourquoi. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu plus, de manière un petit peu plus détaillée, comment ça fonctionne? Parce que je vois pas très bien comment le modèle qui utilise données directement de l'entreprise peut refléter ce qui vient du consensus. Je vais expliquer. Donc effectivement, ces données, on ne les collecte pas. Donc nous, on a le consensus. Donc ça, c'est vraiment une donnée qui est factuelle, qui est collectée des différents investisseurs, harmonisée, etc. Donc ça, c'est finalement une prise de photo de ce que le marché pense. Maintenant, nous, on va aller, pour expliquer, donc on va aller chercher les données brutes des entreprises. Pour l'instant, on prend les données brutes chez MSCI.
en espérant qu'à terme, on pourra les prendre au Single Access Point, donc directement des entreprises. Et à partir de ces données brutes, donc on a construit ces indicateurs-là. Donc pour chacune des entreprises, on a un indicateur sur le climate change mitigation, l'employee training, etc. Donc on a essayé de rester le plus proche des indicateurs CSRD. Et on est en train d'affiner encore ces indicateurs-là vraiment pour que ce soit le plus proche de ce qui est disclosé finalement, mais en ayant des thématiques intéressantes. Notamment, on va rajouter une partie sur la transition. Et donc à partir de là, en fait, on prend le consensus et on fait une régression sur ces indicateurs. Donc là, sur ces 30 indicateurs. Et ensuite, on a un modèle explicatif. Donc en fait, c'est un modèle prédictif qui va partir de ces indicateurs-là et qui va simuler pour essayer de retrouver le niveau de consensus qu'on a, avec une certaine probabilité ou erreur statistique qui est disclosée. Donc, et en fait, ce modèle, ça utilise l'analyse de Shapley, ce qu'on appelle l'analyse de Shapley. Mais je pourrais vous envoyer, on a un papier comme ça, un white paper dessus, parce que l'analyse de Shapley, donc, ça a eu le prix Nobel, hein, voilà. Et la caractéristique, c'est qu'on prend un output, un input, et on essaye de l'expliquer, mais vraiment de façon statistique. Et donc là, ce sont vraiment les poids qui ressortent de cette analyse de Shapley et qui permettent du coup de comprendre comment chaque facteur va influencer en fait le résultat final. C'est ça qu'on applique. Ça me permet de... Oui. Ce qui veut dire en fait que vous challengez la donnée qui vous vient des portfolio managers à celle des MSCI quelque part, c'est ça? Vous la regardez en... Parce que finalement, on pourrait construire le consensus uniquement sur les feedbacks que vous récupérez des portfolio managers ou c'est pas... Non, en fait, nous, le consensus, on récupère que des portfolio managers. Par contre, les portfolio managers, eux, ils nous donnent pas la granularité. Ils nous donnent que la note finale. Ils nous donnent que le ESG, le E, le S, le G, et est-ce qu'ils considèrent une entreprise comme un sustainable investment ou pas. Ils vont pas nous donner qu'est-ce que eux ils pensent sur l'eau de l'entreprise ou qu'est-ce que ils vont pas aller dans la granularité parce que c'est trop pour eux. Du coup, ils nous disent c'est peut-être donner toute leur IP, donc ça c'est très compliqué. En plus, ces données-là, ils les achètent des providers, donc en fait, ils peuvent pas nous les donner. Donc nous, on prend le résultat final qui est le consensus de marché, qui est factuel, et on va nous essayer de quelque part l'expliquer en revenant à des données granulaires. Mais du coup, on achète ces données granulaires, nous de notre côté, indépendamment. Et on a un modèle du coup qui explique ce consensus en revenant à ces indicateurs granulaires. Mais parce qu'en fait, du coup, ça nous ramène à un sujet qui est toujours le même, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est la fiabilité de ces indicateurs. Parce que moi, chaque fois que je vais vérifier MSCI, déjà, ça me prend 3 mois de les joindre pour leur dire je pense qu'il y a un problème dans votre méthode. Ouais. Et à chaque fois, il y a un problème dans leur note. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que nous, on est très dépendant en tant que corporate de mesures extra-financières qui aujourd'hui ne font pas. En tout cas, je sais pas, je dis pas que c'est certainement très compliqué à faire et après il faut trouver la data, il y a une partie de responsabilité du corporate qui doit rendre ça accessible ou autre. Mais souvent, en fait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est construit comme ça sur ce sujet spécifiquement, mais la relation n'est pas simple pour pouvoir discuter avec eux vraiment de façon constructive. Et du coup, il y a des erreurs et c'est... Mais c'est pour ça que, en fait... Il y a tout un sujet pour moi de qualité de la data et de réalité. La perception ne se construit pas forcément sur des choses toujours très très fiables. Voilà. Mais on est donné fourni par les corporates. Pardon? Là, c'est pour ça que c'est l'intérêt de la CSRD. Normalement, la CSRD doit améliorer les données corporate. Par exemple, si je prends un exemple facile à comprendre là-dessus, qui est toute la partie controverse de MSCI, qui est basée sur des sujets qui viennent de l'extérieur. Et en fait, moi récemment, il y avait quelque chose où il y avait des datas qui nous mettaient un flag orange en disant qu'on avait des sites qui avaient un impact négatif sur la biodiversité. J'ai mis donc à peu près 3 mois à avoir les coordonnées de ces sites. Et c'était pas des sites de Danone. Donc en fait, je dis pas, je pense pas que ce soit simple et c'est pas forcément évident, mais c'est vrai que c'est assez laborieux, on va dire, pour nous, d'avoir. Je pense qu'on cherche tous la même chose, c'est d'essayer de se dire comment est-ce qu'on rend toutes les choses à peu près transparentes pour que tout le monde comprenne de quoi on parle et puis juger. Comme vous dites, pour moi, la CSRD, à un moment, va basculer sur quelque chose qui ressemblera à la finance.
Bon, à la rigueur, on en pense qu'on veut. On va dire est-ce que cette croissance elle est bien, pas bien, est-ce que cette marge elle est bien, pas bien, mais il y a un seul indicateur pour tout le monde. Alors que là, si on fait le parallèle avec l'extra-financier, ben, à la base, ce qu'on va utiliser pour pouvoir se dire est-ce que c'est bien et pas bien, pour l'instant. Et c'est pour ça que c'est. Le modèle s'est construit contre celui des agences de notation financière, donc c'est au sens où c'est pas les corporates qui payent. Et c'est pour ça en fait. C'est-à-dire que le modèle de la notation ESG s'est construit contre la notation financière. Dans la mesure où c'est les corporates qui payent pour être notés par les agences, et que donc il y a quelques biais dans la notation. Donc c'est ça l'histoire. Oui, mais la notation extra-financière était censée être payée par les investisseurs et pas par les émetteurs. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais c'est ça la raison. Et donc effectivement, Mais c'est vrai que c'est assez frustrant. Enfin, nous, on a, alors, et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que nous, on a l'impression d'être d'ailleurs, à mon avis, en métro, c'est toujours un peu le sujet d'ailleurs. On met trop d'informations partout. C'est vrai quand tu as trop d'informations, on se dit bah, où est-ce que je regarde pour essayer de savoir ce que j'en pense parce qu'il y a trop de choses. Donc il y a. Et c'est là où il y a un besoin de convergence en se disant bah, de quoi est-ce que les investisseurs ont besoin pour se faire un avis, de quels indicateurs ils ont besoin et comment est-ce qu'ils peuvent construire leurs convictions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir sur la CSRD, même si la CSRD c'est un peu complexe, et c'est pour ça que je pense qu'il y aura besoin d'outils pour aider une bonne. Mais pour moi, ça doit être un dialogue de transparence. Alors c'est ce qu'on a quand on rencontre les investisseurs, et heureusement d'ailleurs que la majorité des investisseurs viennent nous voir. Donc moi, c'est comme ça que je repère en fait en général, parce que les messieurs pas ce que je sais pas, mais c'est comme ça que je repère parce que j'ai un investisseur qui me dit je vois ça dans votre note, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Donc encore une fois, ça me prend à peu près 3 mois de pouvoir répondre à la question parce que je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, voilà, donc c'est laborieux, on va dire aujourd'hui, je trouve. Tout l'engagement extra-financier n'est pas aussi. Et c'est dommage parce que c'est un sujet qui a une telle importance qu'il faudrait que ça permette d'aller plus vite. Et pour l'instant, c'est pas organisé de façon fluide qui permette d'avoir un dialogue. Après, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi une telle diversité de réglementation entre les pays et après de point de vue entre les pays aussi sur les asset managers. Mais c'est aussi juste, pour répondre à ta question, Mathilde, c'est que nous, donc sur les indicateurs, l'objectif c'est vraiment de partir des indicateurs CSRD, mais directement de partir, donc le moment où il y aura le single access point et qu'il y a les indicateurs qui sont publiés directement des entreprises, vraiment de partir sur celle-ci, donc de faire l'analyse de contribution en revenant à ces indicateurs-là. Sauf que pour l'instant, comme on n'a pas encore ces données de façon digitale, on est obligé nous-mêmes d'aller chercher une source de données brutes, mais on prend la donnée brute chez MSCI et ces thématiques-là, ces indicateurs, c'est nous qui l'avons construit, c'est très, c'est transparent pour le coup, et on peut revenir à un niveau encore plus détaillé. Donc ça, c'est pas, voilà. Et brut ici veut dire reporter. Oui. Et du coup, ça veut dire aussi collecter parce qu'elle est plus ou moins matérielle pour certains secteurs aussi. Aujourd'hui, sur la modélisation de MSCI, est-ce que vous prenez la donnée brute et ils vous garantissent que c'est de la donnée qui est collectée cross-sectorielle ou c'est vraiment la donnée qui va être du coup avec une matérialité sectorielle? Non, c'est de la donnée brute qui est collectée. Okay. Après, nous, l'objectif, c'est vraiment de faire l'analyse par rapport à ce qui est reporté à la fin. On fait un mapping avec CSRD. Ouais, c'est-à-dire que nous, notre vision à terme, c'est voilà, il y a le single access point, on prend ces données-là et on fait notre analyse dessus. C'est juste que pour l'instant, on est, on essaye de faire avancer quand même un petit peu les choses et donc on va aller chercher les meilleures données brutes reportées qu'on puisse trouver. Voilà, on a utilisé pour celle-ci en attendant effectivement de pouvoir prendre toutes les données de façon digitale parce qu'on ne va pas effectivement aller s'amuser nous à collecter la donnée. Et sur l'exemple de LVMH par exemple, il n'y a pas eu vous avez constaté des écarts par rapport à une donnée qui a été publiée plus ou moins récemment par l'entreprise et que vous n'avez pas retrouvé côté MSCI ou des choses un peu concrètes comme ça? Alors j'avoue que ça il faut que je demande à mes collègues côté data mais j'ai pas eu écho de ça. J'ai peut-être une petite question sur le consensus investisseur. Vous avez combien d'investisseurs qui participent actuellement et en termes de représentativité, c'est quel type d'investisseur? Est-ce que c'est européen, français, petit, gros, 13 ISR, 3 ISR? Oui. Alors aujourd'hui, donc on a 40 investisseurs qui contribuent. On a des gens comme ABN, AXA, Mirovar, Robeco, Ostrom, Banque Postale, Fidelity, Schroders ont contribué.
la financière de l'échiquier, Taylor, enfin voilà, donc il y en a un certain nombre. Pardon ? Amiral Gestion. Amiral Gestion, voilà. Et au total, donc, les AUM globaux de tout ce petit monde, ça fait 5 000 milliards à peu près. Voilà. Donc, et on a de la donnée sur 30 000 entreprises, mais on a plus de 10 contributeurs sur 10 000 entreprises. Et en termes d'évolution, parce que l'ambition, c'est aussi pondérer un moment ça par... Ouais, alors ça existe déjà en fait, mais en API, et ça va arriver sur la plateforme. Donc on a deux vues, on a une vue qui est pondérée par les AUM et une vue qui est équipondérée. Parce que en réalité, les deux sont intéressantes. Donc nous, effectivement, on a besoin de la vue pondérée parce que ça permet de voir comment les flux en fait sont drivés par les différents facteurs de durabilité. Maintenant, la vue équipondérée permet aussi, enfin voilà, des fois il y a des gérants qui ont des positions qui sont intéressantes et donc ça permet à chacun de donner un poids aussi au feedback aux entreprises. Et ça, ce sera la V2, la pondérée par l'AUM. Elle existe déjà en API, on a déjà les pondérations, ouais. Mais c'est juste sur le display, sur la plateforme, ouais, ça va être dans la prochaine version. Je veux juste revenir sur ce que disait madame, parce que c'est intéressant. Si on faisait la même analyse, si vous faisiez la même analyse avec Danone, oui, sur base des données, justement, que je comprends, vous prenez, qui sont des données brutes, les MSCI, oui, est-ce que vous pensez que vous verriez l'indicateur dont les investisseurs vous parlent, en disant, bah, tiens, il y en a un qui est outlier à gauche, enfin, à droite, ouais, à gauche, j'imagine, c'est le truc qui est site, je ne sais pas quoi, enfin, je suis désolée, je ne suis pas du tout une experte dans la finance, donc rien à voir, et qui permettrait justement à madame, grâce à votre base, de voir, tiens, là, il y a un problème. Oui. Ou est-ce que ces données-là ne sont pas celles que vous achetez, ne font pas partie de ce que vous recevez, puisqu'il y a une sorte de perception mauvaise entre la MSCI et ce qui est comme données. Enfin, est-ce qu'on pourrait en fait résoudre le problème du corporate qui ne comprend pas la granularité en lui disant tiens, il faut chercher ou creuser dans ces trois indicateurs parce que c'est là qu'il y a un problème. C'est exactement ça, c'est-à-dire que nous, les indicateurs restent les mêmes, hein, donc dans le cas de Danone aussi. Donc là, on a pris, parce qu'on essaie vraiment de se caler sur les thématiques CSRD, donc on a les mêmes indicateurs pour tout le monde. Et en fait, on dit, voilà ce que les investisseurs pensent de vous, et voilà ce qui est en train de contribuer, quel indicateur contribue positivement ou négativement à la perception donc des investisseurs sur cette entreprise spécifiquement. Donc là, par exemple, pour Danone, si on fait le même exercice, on va voir juste des pondérations qui sont différentes. Peut-être que le waste va être beaucoup plus important, et peut-être que l'énergie va être moins importante. Enfin voilà, on va voir à chaque fois en fait qu'est-ce qui est en train de. C'est peut-être pas les mêmes indicateurs qui contribuent le plus ou le moins à la perception. C'est ça en fait l'exercice. Vous avez fait l'exercice de comparer votre calcul à celui granulaire de MSCI. Ou ça, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Puisque peut-être qu'en fait... Donc ça veut dire en fait prendre le rating MSCI et faire le modèle dessus pour avoir une expérience témoin, quelque part. Oui, ça on l'a fait. C'est-à-dire se dire, est-ce que c'est représentatif de leur propre analyse sur les mêmes données brutes? Est-ce qu'il y a une différence, vous voyez, entre vos indicateurs sur les mêmes données brutes et celles que eux ils calculent pour ensuite arriver à leur score final, de façon granulaire? Ouais, alors en fait, on a fait une expérience témoin où on a pris le rating de MSCI et on a fait tourner le même modèle pour voir effectivement est-ce que les contributions sont... qu'est-ce que ça donne. Et surtout, l'exercice qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on est en train de regarder, parce que ça, finalement, ça montre à chaque fois, pour chacune des entreprises, qu'est-ce qui est matériel. Donc on est en train de l'agréger par secteur, par région, par secteur surtout, et de comparer cette matrice-là à SASB, à la matrice de SASB, pour regarder est-ce que finalement, ce qui est matériel pour les investisseurs, est-ce que c'est la même chose que SASB ou pas, ou quelles sont les différences, de combien ils s'écartent, quoi.
Donc voilà, ce sont effectivement des recherches qui sont en cours parce que, encore une fois, ce modèle-là, ça date de mars, donc c'est un peu en test en ce moment et on est en train d'affiner justement les indicateurs et de faire toutes ces recherches académiques pour valider tout ça, quoi. Et ça donne quoi avec SASB pour l'instant? C'est trop tôt pour là, on va arriver, on va, je pense, à avoir les résultats dans un mois, quoi. Voilà. C'est vraiment la recherche qui est en cours en ce moment pour regarder effectivement est-ce que la matrice de matérialité finalement entre guillemets du marché correspond à celle de SASB ou pas, ou quels sont les écarts. Et en fait, votre modèle, ce qui est bien, enfin, je me dis, si je comprends bien finalement, ce qui permet notamment aux investisseurs de challenger leur propre opinion sur l'entreprise par rapport à un consensus. Et donc, l'objectif final, c'est que ça soit un outil d'amélioration, d'affinage, je ne sais pas comment on appelle ça, de la perception globale, parce que de même, ça permet au corporate de se challenger en se disant, bah, tiens, ici, apparemment, c'est là où j'ai un sujet que je ne comprends pas forcément bien, ou je comprends parce que là, vraiment, ça ne va pas ce qu'on fait, je vois comment améliorer, ou c'est un sujet juste de communication, ou c'est un sujet de fond, enfin voilà, d'affiner un petit peu. Et puis du côté de l'asset manager, de se dire, si par exemple on est totalement décalé, pourquoi, et de questionner et de creuser le sujet. Donc c'est un outil d'affinage, mais pour les deux. Et alors j'ai une autre question, mais je ne sais pas si c'est possible. Je ne pense pas que c'est possible de recruter, mais nous ce serait un élément qui serait très intéressant pour un corporate, je peux donner comme une idée d'évolution. C'est de voir après comment tout ça contribue et participe aux décisions d'investissement. Ouais. En fait, le truc, c'est que c'est un peu l'objectif pour nous, c'est-à-dire que le moment, effectivement, où on a un paramètre qui est suffisamment représentatif du marché, donc là, aujourd'hui, on a 40 contributeurs, mais si demain, on en a 100, 1000, etc., donc ça devient vraiment un peu comme le marché global, international, là en fait on va pouvoir, et c'est quelque chose qu'on pourra, je pense que nous notre objectif c'est d'arriver à une centaine de contributeurs à horizon d'un an en fait, hein. Et donc à partir de là on pourra faire des recherches sur la corrélation entre le consensus et par exemple le price to earnings. Donc vraiment avec la donnée financière et établir du coup une valorisation en dollars sur le sujet. Pour info, nous on parle aujourd'hui à des fonds de pension un petit peu partout dans le monde, et certains en fait, notamment en Amérique du Nord, ce qu'ils font c'est qu'ils vont regarder l'entreprise, ils vont valoriser l'entreprise d'une perspective purement financière, et puis ils vont valoriser donc en dollars, en intégrant tous les facteurs de durabilité. Donc ça veut dire que les investisseurs, eux, ils cherchent en fait aussi à valoriser en dollars cette partie-là. Donc et là finalement on va donner comment le marché valorise. Je pense qu'on va dans ce sens-là parce que établir un prix dessus, c'est ça qui va faire que tout le monde va s'y mettre, encore une fois, dans toutes les régions du monde, quoi. Et alors, moi, j'ai une question. Comment vous envisagez de traiter le biais des analyses de matérialité par rapport aux données qui seront sur le Single Access Point? Puisque, en fait, si elles sont faites en oubliant des éléphants dans la pièce, c'est un peu le sujet, on n'aura pas la donnée. Par exemple, je sais pas si, admettons que LVMH n'ait pas fourni de données biodiversité, qui est clairement un de ses enjeux premiers, comment vous allez traiter ça de façon plus globale sur autant d'entreprises? Là, en fait, on va devoir du coup prendre d'autres données pour enrichir la donnée, hein. Donc il y a un check qui est fait sur la. Oui, il y a toujours des checks il y a des checks qui sont faits sur la donnée. Il y aura quand même un garde-fou qui seront a priori les auditeurs aussi, à vérifier si ça marche bien. Sur la biodiversité, il y a une alerte, alors pas forcément pour LVMH. Non, mais sur la définition des enjeux qui vont être matériels. Ah, c'est ça. Mais sur la biodiversité, là où je dis qu'il y a une alerte, c'est que leur message, c'est de dire, on ne sait pas, on n'a pas, etc. Donc, la dernière info que j'ai eue hier, c'est des coopératives agricoles qui sont en train de faire leur analyse CSRD en disant que la biodiversité n'est pas matérielle. Je pense qu'on va avoir quelques surprises. C'est un exemple récent d'hier. Et donc là, je me suis dit, alors là, on est très très mal parti. Et je tiens de la consultante qui leur fait la CSRD. Et du coup, d'ailleurs, ça pose une question éthique.
Parce qu'il n'est pas censé leur dire on va faire comme ça. Il y avait l'axe de valorisation qui était mentionné, qui à mon avis va avoir tout un tas de complexités et de discussions sympathiques. Il y a un autre axe qui est actionnable probablement plus rapidement pour aller dans le sens de la question, qui est l'angle des flux. Ouais. Vous avez les noms des investisseurs, vous avez la capacité au moins d'aller chercher en info publique, presque publique, les positions sur les boîtes en question à travers les fonds, en tout cas les fonds ouverts. Et si vous n'utilisez pas des effets photos mais des effets dynamiques, vous allez pouvoir éventuellement regarder si les investissements sont accrus ou diminuent, et évidemment à des biaisés de conditions de marché, d'allocation entre asset classes et plein de choses, ça peut être un axe. Ouais, exactement. Donc ça c'est aussi effectivement un axe pour repérer comment c'est en train de s'améliorer. J'ai une petite question. Déjà, juste un commentaire, je trouve que c'est une très belle idée. La plateforme réconcilier les financiers, les corporate et voilà, côté investisseur, il y a un pont en tout cas. Je me demande côté finance, les obligations, ou du moins comment ça fonctionne concrètement en termes de fréquence de mise à jour, comment ça va évoluer pour que. Parce qu'après la mise à jour, on peut appeler notion de controverse, mais bon, c'est un autre sujet. Mais non, c'est exactement ça. Donc effectivement, aujourd'hui, en fait, nous, ce qu'on observe, c'est que les investisseurs, il y en a qui mettent à jour leur notation ESG tous les 2 fois par an, il y en a qui le font tous les 10 jours, donc c'est assez variable. Nous, on demande à ce que les investisseurs update tous les 3 mois. Donc on essaye de leur demander tous les 3 mois parce qu'on pense que à terme on va se caler sur aussi de la comptabilité verte, sur des choses comme ça, et que ça va être comme le financier, donc trimestriel. Donc ça a du sens que ce soit tous les 3 mois à terme, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de données historiques, mais on a quand même sur 5 ans pour un certain nombre, quoi. Et après, ce qu'on a exploré aussi, par exemple avec Euronext, c'est de regarder pour créer un benchmark où on a par exemple les 50 meilleures entreprises qui ont le meilleur score ESG en Europe, les 100 premières dans le monde, et puis les 50 qui ont la meilleure notation SI, donc le plus grand pourcentage, quoi. C'est-à-dire que vous devenez fournisseur de data pour des indices potentiellement. Voilà, donc ça, effectivement, Ça pose pas de difficultés aux investisseurs ou même aux data providers qui sont derrière, en sous-jacent. Tout est anonymisé en fait, donc c'est pas... donc c'est un peu comme un produit sur le rebord. Justement. Oui. Non, pas le rebord, le rebord. Le rebord, voilà, c'est de la donnée contribuée, c'est par les futurs dessus. Parce que en fait c'est utile, ça peut permettre aux gérants d'avoir justement soit un univers, de créer des produits dessus, donc c'est aussi... Après c'est un peu un modèle give to get, donc ça veut dire que moi par exemple on va pas filer le signal à des gens qui contribuent pas, quoi. Il n'y a pas d'investisseurs qui peuvent récupérer le signal qui ne sont pas contributeurs. Non. Donc ça, c'est le principe. Comment ? Pas de bras, pas de chocolat. Exactement. C'est un peu un modèle, on essaye quelque part de créer un nouveau paramètre de marché qui soit utile à tout l'écosystème, que ce soit côté corporate, côté asset manager et aussi côté institutionnel, et donc qui permettrait en fait d'amener, on va le dire comme ça, le ESG aujourd'hui c'est un paramètre de marché implicite et on veut le rendre explicite. Donc pour que ce soit utile, déjà pour pouvoir créer une market incentive là-dessus, quoi, et que tout le monde s'y mette. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, les organes de gouvernance des émetteurs en fait, sont au courant de la performance opérationnelle des programmes d'engagement, mais n'ont pas cette perception également du marché ESG. Et ce genre d'outil en fait, nous permet aussi à nous, au même titre que le consensus financier, de dire voilà aujourd'hui la perception sur ces sujets.
qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Et du coup, ça amène une question sur les controverses, c'est-à-dire qu'on a vu par exemple sur Téléperformance l'impact, parce qu'en fait les gestionnaires qui intègrent plus ou moins de l'ESG sont, en Europe en tout cas, extrêmement dominants. Et donc il y a des effets de marché absolument colossaux. Et Téléperformance a fait les frais de la chose quand ils ont eu un risque sur la Colombie par un tweet du ministère qui venait d'être élu, et en espagnol. Et en fait, du coup, tous les investisseurs qui font l'ISR ont paniqué, ils se sont dit, ça y est, Orpea recommence, comme ils ont perdu leur chemise sur Orpea. Et du coup, il y a eu un effet de marché, en fait, ils ont tout vendu, ce qui a entraîné, parce que je vous explique pas comment marche le marché, vous savez plus que moi. Et donc ça, c'est un élément important qui peut être corrélé d'une façon ou d'une autre, puisque ces controverses-là, par définition, ne relèvent pas de la donnée de l'entreprise. C'est un peu ce que vous disiez d'ailleurs. Et elles ont des impacts de marché aujourd'hui, en tout cas au day-to-day, extraordinairement forts. Ouais. Alors nous, en fait, on avait regardé, on n'avait pas de la donnée au moment où il y avait Orpea, mais on avait de la donnée au moment où il y avait Téléperformance. Et on avait regardé la donnée sur Téléperformance 3 mois avant le drawdown. Donc effectivement, ce qui s'était passé, c'était que le ministre du Travail en Colombie avait tweeté qu'ils allaient commencer à faire une investigation. Et donc le stock a chuté de 30%. Et nous, dans la donnée qu'on avait vue, en fait, on avait vu que c'était très éclaté. Donc sur les 3 axes, je peux même essayer de retrouver en vrai, mais là on va avoir la donnée actuelle. Donc c'était très éclaté sur le E, le S et le G, mais on avait vu que sur le G il y avait un contributeur qui les avait notés à 5. Donc il était... sur le S et le G, normalement ils sont très mal notés. Sur le G, il y en a un, il les avait vraiment très 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 mal notés. Et eux, je sais qu'ils avaient sorti de leur portefeuille. Donc, et ça, c'était 3 mois avant le drawdown. Donc c'est aussi ce genre de mouvement en fait, où tu vois comment l'ensemble du marché bouge. Je vous montre très rapidement, j'en profite pour les investisseurs dans la salle qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc là, en fait, donc ça montre aussi, par exemple, là je suis loguée en tant qu'investisseur et je vois que ma stratégie de durabilité, elle est en train de sous-noter l'énergie en Europe, surnoter la santé, qu'au Moyen-Orient, ça sous-note tout, mais que ça surnote l'industrie, et qu'en Amérique centrale, justement, on surnote le Consumer Discretionary. Donc ça veut dire qu'on regarde pour chacune des entreprises qui est dans ce secteur, dans cette région, où est le consensus et où se trouve le gérant. Et donc on calcule ce delta, et là c'est la moyenne. Et donc et on peut faire donc cet exercice effectivement sur chacun des piliers, ESG, ici, et on peut regarder par exemple par région. Donc on voit que eux ils surnotent clairement par rapport donc, aux mines du marché l'Amérique centrale, qu'ils ont des biais donc assez intéressants sur les pays émergents, et on voit par secteur que ils surnotent tout le temps l'énergie, ils surnotent la santé, etc. Et après on peut regarder en fait en plus de détails entreprise par entreprise. Et on voit ici donc la note du gérant versus le consensus. Et on voit donc comment il note toutes les entreprises qui sont en Amérique centrale, et on voit que c'est en effet en dessous de l'axe X égale Y, donc ça veut dire qu'il est en train de les surnoter. Donc ça, c'est un exercice qui permet en fait de vérifier son positionnement. Est-ce que c'est cohérent par rapport à la thèse d'investissement? Est-ce que c'est utile aussi selon les régulateurs pour MiFID, alors que là, c'est plus un exercice réglementaire. Et là, c'est là où on a la donnée historique, vraiment les niveaux de dispersion, et qui peut servir pour détecter effectivement les controverses. Et là, elle est considérée comme entreprise d'Amérique centrale si elle a son siège social en Amérique centrale. Si c'est une entreprise qui a par exemple, je sais pas, toutes ses usines à cet endroit-là. Oui, en fait on utilise effectivement les classifications GEEX et les entreprises donc, qui sont en Amérique centrale. Et après, Tegwen, pour revenir effectivement à ce que tu disais, on a la possibilité d'analyser en fait selon les fonds, et donc de regarder quel est le niveau de consensus sur un fonds, mais aussi
mais aussi où se trouve par exemple le gérant. Donc là on a le niveau de consensus sur un fonds sur chacun des piliers, mais aussi où se trouve le gérant par rapport au consensus. On a toutes les entreprises sur lesquelles il est outlier, et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir par exemple toutes les entreprises qui sont pas durables, mais par exemple Moncler, il y a 67% des contributeurs qui considèrent que c'est durable, et là toutes les entreprises qui sont considérées durables. Donc on va pouvoir en fait effectivement faire le cross-check par rapport à SFDR, les données, et faire des analyses par rapport aussi aux émetteurs de l'autre côté. Et après, pour revenir à la question des controverses et un peu l'analyse de risque qui était par là-bas, on a aussi une partie analyse de portefeuille où on va pouvoir uploader n'importe quel portefeuille et jouer un petit peu ici sur les niveaux de ESG, de E, de S, de G et de SI, en disant voilà, je veux repérer toutes les entreprises sur lesquelles tout le monde est d'accord que l'ESG est en dessous de 30, donc pas très bon. Toutes les entreprises, pareil sur le E, donc là, du coup, on va avoir les flags, mais on peut aussi aller chercher, comme par exemple Téléperformance, les entreprises sur lesquelles personne n'est d'accord. Donc où on va avoir au contraire ici un niveau de strength qui est proche de 10, quoi. Donc ou très éclaté, et on va pouvoir les repérer très facilement. Voilà un petit peu comment ça marche. Et à la surprise générale, Total Energy, un petit sujet de consensus. Bon, voilà. Et après, ici, en fait, donc les contributeurs bénéficient en contribuant à toute la recherche qu'on fait en interne et avec les partenaires de place. Donc là, on a avec Euronext, là, c'est en papier avec ABN. On a fait une recherche qui a eu le prix des BRI, et ils ont aussi accès à leur benchmarking agrégé sur le stock 600 et le S&P 500, etc. Alors, un truc que j'ai pas mentionné, mais en fait on regarde à la fois l'equity et la dette, hein. Donc, parce qu'on regarde les émetteurs. Et justement, au niveau de l'univers, est-ce que des développements possibles, ce serait d'aller sur les souverains, par exemple? Oui. Ouais. Oui. Donc nous, en fait, comme la donnée vient des contributeurs, donc c'est plus, c'est effectivement en cours chez les investisseurs qui regardent de plus en plus les gouvernements, et donc on a, pour l'instant, on en a un ou deux, je crois, qui contribuent sur les gouvernements, mais c'est quelque chose qui va venir, notamment quand on voit tous les procès qui arrivent, et voilà, que ça devient un poids en fait aussi important pour les gouvernements. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions, si toi tu voulais... Non. Bon, on peut passer prendre un café à côté. Voilà. Merci. Merci à tous.